Je crois que dans la crise des Grands Lacs, il y a quelqu'un à qui moi, personnellement, je dois beaucoup dans la prise de conscience de ce qui s'est passé, c'est Monseigneur Mauzirois. Et Monseigneur Mauzirois, je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas été suffisamment entendu, écouté et apprécié à sa juste valeur dans les analyses qu'il a pu faire au moment où toute cette affaire avec le Rwanda a éclaté sur le territoire du Congo. Bon, il a été une victime innocente de cette affaire. L'assassinat qui a été perpétré contre lui par les éléments de l'armée patriotique rwandaise dirigée par Paul Kagame témoigne du fait que personne ne voulait d'un témoin objectif, impartial dans cette affaire, ce qu'était exactement Monseigneur Mauzirois. Parce qu'il a eu raison avant, très tôt, il a eu raison avant tout le monde. Quand il attirait l'attention des gens sur ce qu'était la vraie nature du FPR, que c'était un régime criminel qui était en train de s'installer au Rwanda, qui était d'une violence inouïe et qui avait porté sur le territoire congolais la brutalité, la violence qui était en quelque sorte son action naturelle au Rwanda et que cette action-là portée sur le territoire congolais s'était retournée contre des Congolais qui n'avaient absolument rien fait contre le Rwanda. Au contraire, pendant des années, les Congolais ont accueilli les Tutsis qui étaient venus, comme les Hutus aussi, qui avaient fui la guerre dans leur pays. D'abord les Tutsis en 1959, qui ont, à la suite de la révolution Hutu, donc la monarchie, les enfants de la monarchie et ceux qui ont hérité du système monarchique, qui ont quitté le Rwanda avec les événements de 59, se sont réfugiés sur le territoire congolais et ont été très bien accueillis par les Congolais. En 1994, lorsque cette fois les rebelles Tutsis prennent le pouvoir au Rwanda et chassent la majorité Hutu, les Hutus sont aussi très bien accueillis au Congo, même si sur le territoire congolais, ils vont être victimes de bombardements des camps de réfugiés par l'armée patriotique rwandaise. Donc, Monseigneur Mauzirois a attiré l'attention de beaucoup de gens. Il avait écrit au président Carter, il a écrit à divers responsables politiques occidentaux, il a attiré l'attention des organisations des droits de l'homme. Et toutes ces personnes ont écouté, ont entendu, mais puisque le FPR était soutenu par les États-Unis et la Grande-Bretagne, eh bien, les mises en garde de Monseigneur Mauzirois sont complètement passées inaperçues. Et aujourd'hui, les Congolais payent le prix fort de n'avoir pas suffisamment écouté Monseigneur Mauzirois. Les crimes commis contre les populations du Congo sont d'une horreur inqualifiable. C'est terrifiant de savoir ce qui s'est réellement passé au Congo. Et je pense que la difficulté de beaucoup d'organisations des droits de l'homme, beaucoup de pays qui donnent les leçons de démocratie aux autres, c'est de reconnaître que ce qui a été fait au Congo n'a aucune commune mesure avec ce qui s'est réellement passé au Rwanda. Parce que le Rwanda, on peut dire que les événements du Rwanda se sont produits, si on veut être objectif, entre 1990 et 1994. Et qu'à un moment donné, tout cela s'est arrêté parce qu'il y a eu une supériorité militaire des rebelles Tutsis sur l'armée gouvernementale Hutu. Donc la guerre s'est arrêtée faute de combattants. Ce qui se passe au Congo est terrible. C'est que ça se passe à l'intérieur du territoire congolais, contre des Congolais, par des étrangers. Et les Congolais n'ont même pas la possibilité de fuir puisqu'ils sont sur leur territoire. Et que tous les crimes qui sont commis contre eux se commettent sur leur territoire
depuis 1994, c'est-à-dire ça va bientôt faire 20 ans. Les crimes de grande envergure contre le peuple congolais commencent en 1998. Donc, depuis 1998, personne ne tient une comptabilité sur les victimes du Congo. On a fini par renoncer à compter les morts, à compter les blessés, à compter les dépressifs, etc. Et c'est toutes sortes de traumatismes dus à la guerre n'est plus pris en compte depuis très longtemps. Quelques organisations des droits de l'homme viennent ici et là dire que bon, on va essayer de soulager les femmes victimes de viols, etc. Mais on a réussi par le silence et une certaine indifférence à banaliser la tragédie du Congo. Et les gens ne se rendent pas compte quand je dis que c'est quasiment l'ensemble de la population du Danemark qui a été rayée de la carte au Congo. Mais les gens ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'est l'équivalent d'un pays, de la population d'un pays qu'on a fait disparaître au Congo. Mais puisque personne n'en parle, puisque les organisations humanitaires qui sont censées s'occuper de ces questions ont détourné leur visage, puisque les responsables politiques du monde qui sont capables d'attirer les caméras, etc., ne s'intéressent pas à ce qui se passe là-bas. Et donc, les gens ont l'impression qu'il ne se passe rien. On a l'impression que, bon, à la limite, s'il se passe quelque chose, ce n'est pas très grave ce qui se passe là-bas. Mais les gens n'ont pas idée de ce que vivent les Congolais, de ce que vivent les femmes congolais, les enfants congolais, obligés d'aller travailler dans les mines, les enfants parfois obligés de violer leur propre mère pour pouvoir aller faire la guerre. C'est-à-dire, avant de les amener à la guerre, on les traumatise déjà avec des choses pareilles. Toute cette violence psychologique, physique, militaire faite aux gens dans cette région est quelque chose d'insoutenable. Moi, je n'arrive plus à regarder les images qu'on m'envoie sur les atrocités du Congo. Je n'ai plus le courage physique de regarder les images. Et je trouve que le silence de l'ensemble de la communauté internationale, de tout ça, c'est un silence criminel. C'est un silence criminel. Il n'y a pas plus criminel que de se taire sur ce qui se passe au Congo. Et moi, si j'en parle, si j'ai commencé à en parler depuis plusieurs années, parce que je pense que de temps en temps, il faut quand même que des voix qui peuvent porter puissent pouvoir s'exprimer. Bon, j'étais ravi d'entendre que le président Chirac, l'ex-première dame, Madame Treveller et d'autres ont considéré que quand même la tragédie du Congo mérite quand même qu'on fasse attention. Donc, depuis qu'ils ont parlé, il ne s'est plus rien passé. Bon, évidemment, comment voulez-vous que les gens maintiennent leur attention sur la tragédie du Congo lorsque les gens qui sont les décideurs, qui ont le pouvoir de décider, eh bien, se taisent? Je pense que c'est une bataille difficile. D'abord, les rébellions qui sont nées au Congo, je parle même de l'AFDL. Ça n'a jamais été des mouvements de libération nationale. Il y a eu peut-être au sein de l'AFDL quelques Congolais, peut-être Laurent Désiré Kabila lui-même, qui pensaient peut-être qu'il participait à un mouvement de libération nationale. Mais l'essentiel des troupes qui ont renversé le président Mobutu, c'est des troupes étrangères. Ce n'étaient pas des Congolais. Le Rwanda, le Zimbabwe, l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola et tous les pays qui ont participé à la guerre de 1997, la chute du maréchal Mobutu, sont des troupes étrangères.
qui ont participé à ça. Donc la rébellion, l'AFDL, qu'on a amenée en disant que bon, c'était pour... L'AFDL n'avait pas, à lui tout seul, les moyens militaires, financiers, logistiques, d'arriver à Kinshasa et de renverser le président Mobutu. J'ai toujours pensé, et aujourd'hui j'en ai la preuve, c'est que la prise du contrôle du Congo par différents groupes de rebelles ou différentes rébellions, des multinationales, des États étrangers, la guerre contre les populations du Congo et contre le Congo a commencé en 1994. Très concrètement. Il n'y a qu'à voir la façon dont le FPR a pris le contrôle militaire du Rwanda en poussant les populations vers l'est du Congo, ne lui donnant pas le choix à cette population du Rwanda de fuir soit vers la Tanzanie, soit vers le Burundi, soit même vers l'Ouganda. Parce qu'en attaquant vers le nord et en prenant le pays en tenaille, eh bien, le Rwanda, l'armée patriotique rwandaise a poussé les troupes gouvernementales qui lui opposaient une résistance et l'ensemble des populations civiles vers l'est du Congo. Pourquoi? Eh bien, parce que le Rwanda avait dans son agenda le projet d'aller envahir le Congo, puisque c'est ce qu'ils ont fait immédiatement en 1994 en disant qu'il y avait des génocidaires à l'est du Congo, des génocidaires entre guillemets que le Rwanda lui-même avait poussés vers le Congo. Donc, après les avoir poussés vers le Congo, les troupes de Paul Kagame se sont ensuite rendues sur le territoire congolais pour, soi-disant, aller les chercher. Et en 1997, ils ont appliqué exactement cette politique et cette stratégie en allant sur le territoire congolais, renverser, participer à la chute du président Mobutu et surtout en prenant le contrôle de l'armée congolaise puisque l'actuel ministre de la Défense est devenu à l'époque chef d'état-major de l'armée congolaise. Donc il y a une suite logique, une stratégie précise dans la prise du pouvoir du FPR au Rwanda et la prise du contrôle du territoire congolais dès 1997 à la chute du maréchal Mobutu. Il n'y a pas de hasard à cela et surtout, on ne peut pas considérer ça comme un épiphénomène ou quelque chose. Non, tout a été, sur le plan militaire, quand on mène une bataille sur le plan militaire, si vous regardez simplement, et c'est ce que j'ai essayé de faire, regardant simplement le mouvement des troupes, vous comprenez quels sont les objectifs. Là, ce n'est pas la politique, ce n'est pas de la littérature. La façon dont les troupes se déplacent sur le terrain, on comprend qu'est-ce que ces troupes visent exactement. Et dans le cas de l'armée patriotique rwandaise visait la prise de contrôle du pouvoir à Kigali. Donc, ils ont renversé le président Habyarimana. Ils ont pris le pouvoir à Kigali. Une fois qu'ils ont pris le pouvoir à Kigali, ils ont décidé de passer à la deuxième étape qui était la prise de contrôle des richesses de l'Est du Congo. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait dès 1997 avec Laurent Désiré Kabila. Mais Emma Bonino a été, je peux dire, aujourd'hui, avec déjà à l'époque ce que j'avais constaté, était d'un courage exceptionnel. Parce que c'était un commissaire européen, c'était un haut fonctionnaire de l'Union européenne qui a pris position dans un contexte où le Rwanda était considéré comme victime du génocide. C'est-à-dire au nom du génocide, entre guillemets, je mets toujours entre guillemets, puisque ce génocide n'est toujours pas prouvé par le tribunal pénal international. En tout cas, la planification du génocide n'est toujours pas prouvée 20 ans après par le tribunal pénal international. C'est pour ça que je mets ça entre guillemets on the brackets. Et donc, je veux dire tout simplement que Paul Kagame, lorsque Emma Bonino commence à pointer du doigt l'Ouganda et le Rwanda, il faut avoir un certain courage politique à ce moment-là, parce que c'est de ça dont il est question. Vous voyez deux pays qui essayent d'étrangler un autre pays
qui est plus grand qu'eux, plus riche qu'eux. Et l'ensemble de la communauté internationale se tait. Deux choses. Ou bien l'ensemble de la communauté internationale est complice, ou bien c'est elle qui pousse ces gens à aller attaquer le pays qui est la RDC. Donc lorsqu'Emma Bonino réagit à cette invasion, à ces attaques contre le Congo, elle-même va être violemment attaquée au sein de l'Union européenne, comme on n'a jamais attaqué un haut responsable européen sur une crise humanitaire. Parce que là, il s'agissait d'une réaction face à une tragédie humaine. Et les attaques et les insultes sexistes et toutes sortes d'insultes, Emma Bonino va être obligée, d'abord, de supporter tout cela, deux, on va espérer qu'elle va se calmer. C'est-à-dire qu'elle ne va plus oser parler de Rwanda et de l'Ouganda. Mais parce que ces pays, deux pays, étaient soutenus par les États-Unis, la Grande-Bretagne et un certain nombre de multinationales qui avaient vocation à aller s'emparer des richesses du Congo en le faisant sous-traiter le trafic de ces richesses par le Rwanda et l'Ouganda. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, écoutez, en 2002, lorsque je publie Les secrets du génocide rwandais, notamment sur le rôle de Kagame dans l'attentat et sur l'action de l'armée patriotique rwandaise dirigée par le même Kagame sur le territoire congolais, je parle de Kagame et la guerre des diamants au Congo. Ça fait plus de 10 ans, ça fait 12 ans. À l'époque, mais les Congolais même ne croyaient pas que ce que Kagame était en train de faire au Congo, ce qui apparaissait comme une véritable stratégie de longue durée, d'occupation territoriale de longue durée de Kagame, était quelque chose qui allait s'inscrire effectivement dans le temps. Les Congolais eux-mêmes n'y croyaient pas. Et ils ne croyaient pas que, en dehors des diamants, c'est toutes les richesses de cette région, le coltan, l'or, le cobalt, tout ce qu'il y a comme richesse, la cassitérite, tous ces produits, ces minerais extrêmement précieux, rares, etc., le Rwanda venait s'installer durablement dans cette région pour piller ces richesses au profit des multinationales et c'est un certain nombre d'États occidentaux qui avaient besoin de ces richesses pour les nouvelles technologies, etc. Et donc, lorsque les rapports des Nations Unies ont commencé à se succéder et que les Congolais se sont rendus compte que plus les rapports des Nations Unies étaient publiés, moins la communauté internationale protestait ou moins elle réagissait à ces rapports, c'est-à-dire par exemple en demandant des sanctions contre le Rwanda, eh bien là, les Congolais ont commencé à se poser des questions. Mais comment est-ce possible que pour une petite occupation que l'Irak avait faite contre l'Arabie Saoudite, toute la communauté internationale s'est mobilisée avec des avions, des chars. On a dit que bon, on allait faire la guerre contre Saddam Hussein pour avoir violé le droit international, pour avoir osé attaquer l'Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce qui explique que là, ce n'est pas qu'on suppose la présence militaire rwandaise est effective sur le territoire congolais, c'est-à-dire la violation du droit international est établie. Les rapports des Nations Unies, des experts de l'ONU, s'accumulent. Ce n'est pas un rapport, ce n'est pas deux rapports. Il y a 4, 5, 6, 7 rapports qui disent que le Rwanda finance les rébellions au Congo, le Rwanda finance la déstabilisation de l'Est du Congo, le Rwanda participe au pillage des richesses du Congo, crée des sociétés. Le président Kagame lui-même est directement impliqué dans les trafics au Congo, etc., etc.
l'Ouganda également, et la communauté internationale ne dit absolument rien du tout. Alors, je pense que bon, pour les Congolais, ça a été un choc extrêmement violent de se dire que si les grandes puissances se taisent devant les rapports de l'ONU, si les pays membres du Conseil de sécurité refusent de prendre les moindres sanctions, mais que même l'Union européenne, le jour où il y a la publication du rapport MAPI en 2010, le lendemain, un ancien commissaire européen, M. Louis Michel, crée une association des amis du Rwanda le lendemain au sein du Parlement européen. Alors là, je crois que les Congolais ont compris que le mépris qui était fait contre eux dépassait toutes les limites. Mais déjà, je crois que c'était le rapport 2001, on avait déjà analysé que les attaques même des rebelles, des groupes rebelles, étaient dans le moment où il fallait faire sortir le quota, non? Donc c'était vraiment même des attaques ciblées par rapport à des actions. Ils entraient dans le moment où les Maïmaï les gens locaux devaient exporter la matière première, ils attaquaient, ils prenaient, après ils donnaient. En fait, la stratégie du Rwanda a été très simple. Avec l'aide de la communauté internationale, il leur fallait avoir à l'est du Congo quelques groupes armés Hutus, même s'ils n'avaient pas grand-chose, mais il fallait qu'il existe des Hutus à l'est du Congo. Parce que c'était le prétexte utilisé par le Rwanda pour dire qu'il y avait des génocidaires dans cette région. Donc, et pendant que le Rwanda disait qu'il y avait des génocidaires dans cette région, le Rwanda organisait l'occupation des mines de coltan, des mines de diamants, des mines de cassitérite. Et les troupes rwandaises étaient complètement occupées, non pas par les génocidaires, mais par les mines de diamants, de coltan et de cassitérite qu'il y avait à l'est du Congo. Et comme par hasard, on trouvait toujours des troupes rwandaises à proximité des gisements de diamants, d'un certain nombre de fosses où on était en train d'extraire des minerais. Et pendant très longtemps, le Rwanda avait ses positions à l'est du Congo. Mais quand soit les forces des Nations Unies arrivaient à les débusquer, à les identifier, ils disaient « Ah mais non, mais nous, il y a les Interamwe ici, il y a les génocidaires là-bas, il y a des Hutus qui menacent de déstabiliser le Rwanda là-bas, donc nous, on va aller là-bas pour essayer de les chasser. » Mais en fait, c'était partout où eux-mêmes, ils étaient en train d'extraire des minerais sur le territoire congolais. Et l'accumulation de ces rapports n'a pu que apporter la démonstration irréfutable que les préoccupations du Rwanda à l'est du Congo n'avaient rien à voir avec des génocidaires, des prétendus génocidaires, n'avaient rien à voir avec les Interamwe, mais ça avait tout à voir avec les minerais qui étaient exportés au Rwanda et achetés au Rwanda. Le Rwanda était devenu exportateur de coltan, alors que le Rwanda n'a pas de coltan sur son territoire. Ils se sont même organisés, on a même entendu des responsables politiques rwandais dire « Ah, mais non, on ne peut pas dire que le Rwanda n'a pas de matière première, on a des minerais. Bon, c'est pour cela que nous avons des minerais ici, mais enfin, tout le monde savait que tous les minerais qui étaient vendus à Kigali venaient du Rwanda, étaient transportés par avion dans les cargos militaires et donc par les troupes rwandaises. Et les factures étaient obtenues par les experts de l'ONU. Moi-même, j'ai vu pas mal de documents attestant que ce sont les troupes rwandaises qui avaient le contrôle d'un certain nombre de comptoirs de diamants. Et parmi ces comptoirs de diamants, certains étaient complètement gérés par des très proches du président Kagame ou par des entreprises dans lesquelles le président Kagame lui-même était actionnaire. Donc, ce trafic de grande envergure
m'a amené simplement à qualifier le Rwanda de sous-traitant du trafic des minerais avec les multinationales et avec d'autres groupes mafieux dans la région, parce que ce trafic est tellement lucratif qu'il a rapporté au Rwanda des milliards de dollars. Au point qu'ils ont construit des hôtels au Rwanda, mais dont les gens disent « Ah, on a construit des hôtels au Rwanda », mais personne ne se pose la question de savoir quel est le niveau de vie moyen d'un Rwandais pour loger dans ces hôtels. Ce sont des hôtels qui ont été construits pour les trafiquants occidentaux et pour les multinationales qui participent au pillage et qui envoient régulièrement soit des négociants, soit des acheteurs. J'ai eu plusieurs discussions avec l'envoyé spécial de Bill Clinton, du président Clinton, Cynthia McKinney, qui a été parmi les premières personnes à fournir les preuves à Mme Safiatou Ndao, donc qui était la présidente de la commission des experts des Nations Unies pour le pillage, qui a été menacée de mort par le président Kagame, par ces hommes du président Kagame, les hommes de main du président Kagame. Donc certains ont fait une tentative de cambriolage dans le domicile de l'envoyé spécial du président Clinton, donc de Cynthia McKinney, à Atlanta. Parce que effectivement, elle avait les ordres de virement qui étaient envoyés de Kinshasa vers le Rwanda. Elle avait pas mal de documents bancaires qui attestaient effectivement que les mouvements de fonds qui étaient envoyés par des trafiquants ou d'autres multinationales aux sous-traitants rwandais à Kigali qui ramenaient du coltan ou des sacs de diamants de l'Est du Congo. Et donc, elle m'a expliqué effectivement que non seulement elle a été amenée à constater toutes ces affaires-là, mais qu'en plus de cela, lorsqu'elle a posé la question à l'époque, d'abord au président Clinton, puis à l'époque au président Bush lorsqu'elle était au Congrès, sur le fait que les États-Unis fermaient les yeux sur tout ce trafic, ben, il lui a été répondu qu'elle n'avait pas à se mêler de ce genre de choses, puisque en réalité, les États-Unis étaient contre le trafic international des minerais, et puis les États-Unis ne soutenaient pas tout ce trafic. Mais elle leur a demandé, mais si les États-Unis ne soutiennent pas tout ce trafic, qu'est-ce qui justifie donc que des officiers américains, des instructeurs américains vont former les membres de l'armée patriotique rwandaise qui, eux, sont impliqués dans le pillage? Eh bien, à l'époque, je crois qu'elle a eu quelques réponses que j'ai pu voir des membres du Pentagone qui disaient qu'effectivement, les États-Unis travaillent pour la démocratie au Rwanda, le respect des droits de l'homme, etc., etc. Mais il est évident que ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait au Rwanda et au Congo en même temps, n'avait absolument rien à voir avec le respect des droits de l'homme et la démocratie. Il m'a été évidemment donné de constater ou de discuter avec le garde du corps personnel du président Kagame, donc M. Aloïs Ruenzi, donc, qui m'a raconté quand même beaucoup de choses sur le fait, par exemple, que James Kabarebe, l'actuel ministre de la Défense, qui était à l'époque chef d'état-major de l'armée congolaise, c'est lui qui avait été chargé par Kagame de gérer le dossier Congo. Et la gestion du dossier Congo consistait en quoi exactement? La gestion du dossier Congo par James Kabarebe consistait, par exemple, d'après Aloïs Ruenzi, à utiliser des faux dollars
inondé les faux dollars sur le marché de l'Est du Congo dans les histoires de trafic de coltan, de diamants. Le transport par cargo des sacs importants de diamants qui étaient, d'après le garde du corps de Kagame, accumulés dans la chambre de James Kabarebe et qui étaient envoyés directement à Kagame au Rwanda. C'est son garde du corps qui parle. Bon, il a été lui-même, en tant que membre des services de renseignement, appelé à faire plusieurs missions à l'Est du Congo, où il a eu à rencontrer James Kabarebe plusieurs fois. Il est allé chez lui, déposer des ordres de mission de Kagame, reprendre des éléments là-bas d'information pour amener à Kagame au Rwanda. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui était à la périphérie de l'information, il était au cœur de l'information. Et donc, ces éléments m'ont été également confirmés par d'autres personnes parce que lorsque le RCD avait été créé par le Rwanda, bon, beaucoup de Congolais ont pensé effectivement que bon, avoir le soutien du Rwanda peut permettre de renverser Laurent Désiré Kabila, etc., puisque Laurent Désiré Kabila lui-même avait renversé des anciens Mobutistes, parce que le RCD a été construit un peu avec certains anciens Mobutistes, mais aussi avec quelques Congolais qu'on voulait utiliser pour maquiller l'origine étrangère du RCD. Et donc, ces Congolais servaient en quelque sorte de caution de la congolité de ses membres à une rébellion qui était en fait créée de toutes pièces par le Rwanda et l'Ouganda. Et donc, finalement, au fur et à mesure que les membres du RCD prenaient leurs ordres à Kigali, fonctionnaient avec le Rwanda, ils se sont rendus compte très vite que l'ensemble du mouvement était noyauté par les éléments Tutsi de l'armée patriotique rwandaise, qui contrôlaient les services de renseignement, qui contrôlaient le commandement des opérations sur le terrain, qui commandaient quasiment, qui avaient le contrôle du mouvement. Donc, tous ces Congolais ont eu à me raconter leur expérience au sein du RCD et dans leur relation avec le Rwanda. Et par la suite, on constate également que les rébellions, celle-là c'est une rébellion congolaise, mais le Rwanda va fabriquer d'autres rébellions congolaises, par exemple comme celle de Laurent Nkunda, qui est contrôlée par le Rwanda, financée, soutenue militairement par le Rwanda, mais qui se présente comme une rébellion congolaise. Mais lorsque on va demander, par exemple à Laurent Nkunda, pourquoi, qui était déjà dans l'armée congolaise, mais pourquoi finalement vous vous révoltez, qu'est-ce qui se passe, est-ce que... Ils ne parleront jamais de problèmes inhérents au fonctionnement de l'armée, au fait par exemple que l'armée congolaise n'arrive pas à faire face à l'invasion du Congo ou au pillage des richesses du Congo par le Rwanda. Ils vont dire qu'ils ont des problèmes de droit en tant que minorité Tutsi à l'est du Congo. Il y a beaucoup de minorités à l'est du Congo. Mais aucune de ces minorités n'a pris les armes contre l'État congolais ou contre les populations congolaises pour revendiquer ses droits. La seule minorité qui a pris les armes contre l'État congolais et contre les populations congolaises, ce sont les rébellions Tutsi créées par le Rwanda. Le problème, c'est que tout cela, au nom du génocide de 1994 contre les Tutsis. Mais c'est absurde parce que les Congolais ne sont jamais allés au Rwanda pour faire un génocide. Donc, pourquoi les Congolais seraient victimes du pillage de leurs richesses, de massacres de population, d'attaques contre l'État congolais par ces groupes? Qui, de surcroît, il faut le dire, sont des groupes d'origine étrangère. J'ai été
atterré quand j'ai découvert les rapports de M. Ado Ayello, les rapports qui étaient représentants spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs, les rapports de mission d'un certain nombre de fonctionnaires de l'Union européenne, les rapports confidentiels de certains responsables européens, qui, tous dans leurs rapports internes, disaient des choses qui n'étaient jamais dites dans les rapports officiels ou les rapports qui étaient rendus publics. Dans les rapports publics, on parlait uniquement que l'Est du Congo était perturbé, déstabilisé par des groupes armés qu'on ne savait pas identifier. Or, la plupart de ces groupes armés tournaient autour de l'armée patriotique rwandaise. Et ces groupes, dont un de ces groupes est le groupe qu'on a appelé les FDLR, qui était un groupe de Hutus, qui était venu au Rwanda à l'appel de Laurent Désiré Kabila, lorsque, en 1998, Paul Kagame a décidé d'envahir le Congo, militairement. Et donc, Laurent Désiré Kabila, le président donc, du Congo, sachant que les Hutus étaient persécutés dans leur pays par Paul Kagame, il les a recrutés pour prêter main forte à son armée et aider son armée à résister. Et ce sont ces gens qui vont toujours être pointés du doigt par l'Union européenne en disant voilà le danger de l'Est du Congo, ce sont les génocidaires de 1994, ce sont les FDLR, ce sont les Hutus. Mais personne ne voulait parler des troupes de Kagame qui étaient sur le territoire congolais et qui étaient clairement identifiées par les troupes des Nations Unies qui étaient sur place. Et donc, quand j'ai vu que les rapports internes de l'Union européenne reconnaissent qu'il y a une présence rwandaise dangereuse à l'est du Congo, que beaucoup de rapports de mission de M. Ado Ayello ou d'autres personnes disent clairement que bon, il y a un problème avec les troupes étrangères qui sont au Congo. Parce que si on dit qu'il y a des troupes étrangères au Congo, il faut identifier ces troupes étrangères. Elles viennent d'où? Mais personne ne veut citer le Rwanda de Paul Kagame dans cette histoire. Et j'observe que à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des discussions autour de l'action du Rwanda au Congo. Mais dans aucun des rapports rendus publics ou des rapports qui sont officiels, qui sont accessibles, parle du Rwanda. Là, on ne parle que des FDLR. Mais on parle des FDLR et des Hutus pour ne pas parler des troupes de Paul Kagame. Et ça va être constamment ça pendant près de 10 ou 15 ans. On va parler que comme ça. Et je me suis rendu compte que cette façon que l'Union européenne a eu à agir dans le dossier du Congo était en quelque sorte un encouragement au pillage des richesses, un encouragement au massacre des populations de l'Est du Congo par les troupes de Kagame. Puisqu'à un moment donné, lorsque un énième rapport des Nations Unies a été publié, un diplomate allemand a demandé au sein de l'Union européenne si l'Union européenne ne pouvait quand même pas suspendre sa coopération avec le Rwanda pour quelque temps. Juste au moins qu'on n'envoie pas de l'argent au Rwanda, l'Union européenne, du fait que son nom est cité dans de nombreux rapports. Et c'est M. Louis Michel, commissaire européen, qui répond aux diplomates allemands que ce sera contre-productif, qu'on a besoin du Rwanda pour la stabilité de la région. Ce sont ces mots. On a besoin du Rwanda de Paul Kagame pour stabiliser la région, en fait pour stabiliser un pays qui est déstabilisé par le Rwanda.
Non, j'ai trouvé que c'était d'un cynisme. L'armée congolaise, la construction d'une armée congolaise forte n'a jamais été à l'ordre du jour, ni sous Laurent Désiré Kabila, ni sous Joseph Kabila. Pour une raison très simple. Sous Laurent Désiré Kabila, on a dépouillé le Congo de tous ses éléments méritants, c'est-à-dire des officiers qui avaient été formés dans les grandes académies militaires en Europe, qui avaient un bagage et une expérience éprouvée. Tous ces gens ont été considérés comme des gens qu'il fallait écarter de l'armée nationale. C'était la politique qui était inaugurée effectivement par James Kabarebe, le chef d'état-major rwandais qui s'est retrouvé à la tête de l'armée congolaise. Mais pourquoi ils ont adopté cette position? C'était pour ne pas avoir de fortes têtes dans l'armée congolaise et des gens expérimentés. Donc, ils ont trouvé une méthode pour lessiver en quelque sorte l'armée congolaise en disant que tous ces officiers, tous ces gens qui ont appartenu à l'ancien régime de Mobutu étaient tous corrompus, etc. Bon, c'est vrai qu'il y avait des officiers qui étaient corrompus, mais tous les officiers de l'armée congolaise n'étaient pas des gens corrompus. Donc, en écartant comme ça d'un revers de main tous ces officiers, ils savaient très bien qu'ils allaient avoir affaire à des gens qui ont une certaine expérience et qui ont certainement à cœur la défense de leur pays et de leur territoire, du territoire national. Et donc, qui ne laisseraient pas le Rwanda faire n'importe quoi sur le territoire congolais. Donc, ils ont tout fait pour les éliminer et ils ont noyauté l'armée congolaise dès 1997 par des éléments de l'armée patriotique rwandaise, des gens qui étaient formés par l'armée patriotique rwandaise, donc qui étaient pour l'essentiel des Tutsis, donc qui noyautaient les services de renseignement extérieurs, la sécurité intérieure, et même au niveau de la sécurité présidentielle, il y avait des gens qui étaient plus ou moins fidèles à l'armée patriotique rwandaise, qui étaient des éléments de cette garde présidentielle. Donc, ce qui fait que ça n'a pas été très compliqué pour eux, finalement, de faire assassiner Laurent Désiré Kabila en 2001. Bon, mais ce qui a été beaucoup plus intéressant, c'est que lorsque Laurent Désiré Kabila a pris conscience que le Congo était quasiment vidé de sa substance militaire et les éléments, et surtout les éléments les plus compétents et les plus intéressants, il a commencé à appeler les pays étrangers, dont le Zimbabwe, et les autres à venir l'aider. Parce qu'en réalité, il fallait faire appel maintenant à des pays étrangers pour vous envoyer des gens plus ou moins aguerris pour organiser la stratégie militaire, puisque là, il fallait faire face à des troupes rwandaises qui non seulement connaissaient déjà le territoire congolais pour avoir commandé sur le territoire congolais et pour avoir dirigé l'état-major du Congo, le cas du ministre James Kabarebe. Et puis, il fallait avoir, effectivement, il fallait faire face donc à des gens donc, qui connaissaient le Congo, et qui avaient la stratégie de l'occupation en même temps du territoire, et qui savaient comment occuper le territoire et pourquoi occuper le territoire. Et donc, Laurent Désiré Kabila s'est retrouvé complètement perdu. Et sa seule solution, sa seule issue était de recourir à des troupes étrangères pour venir à son secours. Bon, il n'a pas réussi, finalement, puisque le Zimbabwe, les troupes qui sont venues pour l'aider, entre guillemets, n'ont pas... Bon, on fait ce qui était possible d'être fait, mais sans avoir le niveau d'expertise de l'armée patriotique rwandaise qui
avait déjà une occupation effective du territoire national, mais surtout en comptant sur la complicité de la communauté internationale, d'une partie de cette communauté internationale qui a encouragé le Rwanda dans son action de pillage et de déstabilisation de l'Est. Et donc finalement, Laurent Désiré Kabila a été assassiné en 2001 et son successeur Joseph Kabila, il a fait pire. Il a fait pire, pourquoi? Parce que lui, il ne s'est jamais indigné de l'occupation rwandaise, puisque lui-même était un membre formé par l'armée patriotique rwandaise. Il était une émanation de l'armée patriotique rwandaise. Donc il est arrivé, il s'est assis, on lui a dit, vous voulez être président, vous serez président, mais à condition que vous ne dites rien sur ce que fait le Rwanda sur votre territoire. Et il n'a jamais bronché sur ce que faisait le Rwanda sur le territoire. Et mieux que cela, lorsque l'Union européenne a dit que bon, on va faire ce qu'on appelle le brassage dans l'armée congolaise pour construire l'armée nationale, on va mélanger des bandits de grand chemin, des délinquants, une partie des gens qui ont fait des rébellions, etc. Et avec des vrais militaires professionnels, on va mélanger tout ça, on va faire dans le brassage, ils ont appelé, l'Union européenne a appelé très pompeusement le programme de démobilisation et de désarmement, le programme de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. Bon, DDR, donc c'est un truc un peu pompeux qui donnait l'impression qu'on allait construire une armée nationale, mais au sein de l'Union européenne, les rapports d'experts internes ont dit c'est pas sérieux, puisqu'il y avait des gens comme Bosco Ntaganda qui est maintenant incarcéré à la Cour pénale internationale. Tous ces gens qui ont commis des massacres se retrouvaient dans la même armée avec des militaires professionnels. Donc, on a mélangé des criminels de guerre avec des gens qui n'avaient jamais tué personne, mais qui avaient été formés pour faire des voleurs, des gens qui avaient pillé dans les mines de diamants de coltan. Ils se sont retrouvés dans le programme DDR de l'Union européenne. C'était avec ça qu'on voulait former l'armée nationale au Congo. Mais évidemment qu'on ne pouvait pas réussir à former une armée nationale avec ça. Des gens qui défendaient des intérêts étrangers ou des États étrangers ou d'un État étranger ou des multinationales qui se retrouvaient dans une armée congolaise pour faire quoi? Pour défendre le même État qui pille le Congo et pour empêcher l'invasion du même État qui les a formés. Mais c'était une mission impossible. Et donc, ce qui fait que l'armée congolaise n'a jamais été construite ou reconstruite de toutes les façons depuis la chute du maréchal Mobutu. Bon, les militaires congolais, par exemple, qui ont voulu se réorganiser à Brazzaville, qui étaient en exil, mais on n'a jamais voulu accepter ces gens-là dans l'armée congolaise. Pourtant, ils avaient fait une demande explicite. Ils ont voulu réintégrer leur armée. Mais on ne voulait pas de ces gens-là. Parce que c'était des gens qui étaient des militaires chevronnés. Ils étaient en situation de créer une véritable armée congolaise avec une conscience nationale. Donc il ne fallait pas avoir ces gens-là. Il fallait maintenir ce magma de délinquants, de voleurs, de pilleurs, de criminels de guerre ensemble, avec quelques militaires. Mais il fallait maintenir ça pour donner l'impression à l'opinion internationale que l'Union européenne faisait quelque chose là-bas. Et c'est ça le grand cynisme de tout ce dossier. Moi, je le dis, je le dis, ce n'est pas uniquement le fruit, c'est à la fois mon analyse, mais c'est aussi une analyse fondée quand même sur les rapports internes de l'Union européenne, où certains experts ont dit quand même, nous dépensons des millions de dollars pour le DDR, mais ce programme, il n'est pas efficace. La preuve, c'est qu'il y avait de la délinquance au moment où il y avait les gens de DDR sur le terrain. On détroussait des Européens à Kinshasa avec sous les yeux des gens qui ont été formés par le programme DDR. L'Est du Congo était pillé alors que dans le même temps, il y avait
la surveillance, entre guillemets, des gens qui sortaient du programme DDR. Mais c'était simplement ubuesque de voir ce qui se passait avec cette histoire d'armée nationale au Congo. Mais tout ça a été fait en réalité pour maintenir le Congo en situation d'infériorité militaire, de désorganisation politique et militaire, et qu'il n'y ait finalement pas la moindre capacité de défendre le territoire national et de défendre la souveraineté de l'État congolais. Je ne parle même pas des populations congolaises, puisque les populations congolaises ont été livrées, en quelque sorte, aux criminels de guerre de la région, aux chefs de guerre. Ce sont les chefs de guerre qui décident dans quel village on doit opérer pour punir des gens qui ne sont pas contents. Vous n'êtes pas content que le Rwanda occupe votre pays, on envoie une expédition punitive contre un village. Eh bien, c'est atroce ce que la communauté internationale a fait à l'est du Congo. Oui, non, le document avec William Perry est un scandale. Bon, William Perry écrit à Paul Kagame pour lui dire en gros, bon, il y a des prisonniers politiques, il y a des gens qui sont emprisonnés, bon, et puis il y a ces histoires avec le Congo. Bon, trouver le moyen de régler ce problème-là pour que la communauté internationale ou les organisations des droits de l'homme ne s'indignent pas trop. Voilà en gros ce que lui dit William Perry. Mais quel est l'intérêt de dire ça à Paul Kagame? Une lettre écrite par pas n'importe qui. Un haut responsable américain qui est censé combattre les dictatures, ou combattre les violations des droits de l'homme, dont le pays est censé combattre les dictatures et les violations des droits de l'homme, mais qui encourage même Kagame à maintenir les gens en détention. Non, j'ai trouvé que c'était insupportable. Et c'est pour ça que j'ai publié ce document. Pour que les gens voient ce qu'un responsable américain peut dire à un dictateur qui est en fait leur protégé. Et une fois qu'on a lu ce document, on n'a plus de doute sur le fait que l'action de Kagame est encouragée par les États-Unis et par les hauts responsables américains. Bon, alors, il y a un autre scandale dans l'histoire du Rwanda, donc la justice et la vérité sur les événements du Rwanda, et notamment au Congo. Il y a eu l'affaire des massacres qui ont été découverts par le rapporteur spécial Roberto Garretton, par exemple, qui avait découvert, lorsque Kabila était encore au pouvoir, Laurent Désiré Kabila, que effectivement beaucoup de Hutus avaient été massacrés à l'est, sur le territoire congolais, qu'il y avait énormément de fausses communes, parce qu'on évaluait les morts à près de 3 millions. Bon. Ou 2 millions et poussière, parce que, bon, enfin, sur toute la traque, pendant toute la période de 94, je crois, 97, quand l'AFDL est arrivé, on a évalué finalement qu'il y a eu plus de 2 millions de personnes qui avaient été massacrées à l'est du Congo, dont le Roberto Garretton était venu pour faire des enquêtes, etc. À l'époque, Laurent Désiré Kabila s'entendait bien avec le Rwanda, donc finalement, ils ont tout fait pour que Roberto Garretton n'enquête pas. Mais à l'époque, Laurent Désiré Kabila ne savait pas il allait avoir des problèmes avec le Rwanda. Mais il a, lui, supporté toutes les accusations du massacre des populations sur le territoire congolais pour protéger l'armée de Paul Kagame, la rébellion Tutsi, qui, elle, avait commis tous ces massacres sur le territoire congolais. Bon, puisque c'est grâce à l'armée de Paul Kagame que Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, donc lui, il n'a pas voulu exposer le Rwanda et donc il a tout fait pour étouffer
cette affaire avec Roberto Garretón. Mais ce qui, moi, m'a frappé dans les massacres de Hutus, c'est le fait que Carla Del Ponte m'a confié en 2005, lorsque je l'ai rencontré, que il y avait eu un Américain, un expert américain, M. Robert Gersony, qui avait fait une enquête. C'était un Américain. Il a fait une enquête sur les massacres commis par la rébellion Tutsi, puisqu'on faisait comme si la rébellion Tutsi n'avait pas commis de crime. En 1994, et donc un Américain a fait cette enquête. C'était une enquête officielle, donc qui était financée, je crois, par les Nations Unies. Et il se trouve que Carla Del Ponte a demandé aux Nations Unies de lui remettre le rapport de Robert Gersony pour qu'elle l'intègre dans les procès du tribunal pénal international pour le Rwanda. Les Nations Unies lui ont d'abord dit qu'il n'y avait pas d'enquête, qu'il n'y avait pas de rapport. Elle a insisté en disant que il fallait demander, elle a insisté en disant qu'il fallait absolument que les Nations Unies lui donnent ces documents. Les Nations Unies ont persisté à dire qu'il n'y avait pas d'enquête, qu'il fallait peut-être voir avec M. Gersony. Carla Del Ponte a demandé à Robert Gersony, est-ce que vous pouvez venir témoigner devant le tribunal sur les enquêtes que vous avez faites? Et ensuite, est-ce que vous avez les enquêtes, puisque les Nations Unies me disent qu'il n'y a pas d'enquête, qu'il n'y a pas de rapport? Robert Gersony a dit, j'ai le rapport, mais je ne peux pas vous le donner sans l'autorisation des Nations Unies, puisque c'est les Nations Unies qui m'ont envoyé pour faire cette enquête. Et Carla Del Ponte est allée voir Kofi Annan, d'après ce qu'elle m'a dit. Elle est allée voir Kofi Annan, elle a dit, bon, j'ai M. Gersony, il est prêt à venir témoigner, il est prêt à donner le rapport, mais c'est à vous de lui donner l'autorisation. Elle m'a dit explicitement que Kofi Annan lui a dit « niet ». Pas question de vous donner le rapport Gersony. Et donc finalement, Carla Del Ponte a dû se débrouiller par ses propres moyens pour consulter le rapport Gersony, sans avoir la possibilité de l'introduire dans les procès au tribunal pénal international pour juger à la fois les Hutus et les Tutsis qui ont commis les crimes. Donc, le tribunal, depuis cette période, a continué à poursuivre uniquement les Hutus, mais pas les membres de la rébellion Tutsi qui avaient aussi commis des crimes contre l'humanité et peut-être aussi un génocide. L'histoire du Rwanda a été préécrite par la communauté internationale, qui a considéré qu'il n'y a qu'un seul groupe de victimes au Rwanda, les Tutsis. Punto. Donc, quand la communauté internationale a dit ça, le tribunal pénal international pour le Rwanda a décidé de poursuivre uniquement les Hutus, qui seraient responsables du génocide des Tutsis. Mais ils ont oublié un détail. C'est que lorsque vous parlez d'un génocide, il faut le prouver. Lorsque vous dites qu'il y a eu préparation, planification, etc., on l'a répété 100 fois qu'il y a eu préparation, une préparation minutieuse, etc., une planification, etc. Bon, je pose trois questions. S'il y a eu planification au Rwanda, pourquoi le tribunal, 20 ans après, peine à prouver? Alors que le procureur a eu, tous les procureurs qui sont succédés à Arusha ont eu accès à toutes sortes de témoignages, à tous les documents possibles et imaginables. Comment se fait-il
que l'ambassadeur belge, M. Swinen, qui était là-bas, n'a jamais parlé d'un génocide qui était planifié par le régime Abiyarimana. Comment se fait-il que les ambassadeurs américains, que ce soit M. Flatten ou M. Rawson, qui étaient sur place pendant le processus de paix et même pendant les massacres, il n'y ait pas eu un seul qui ait fait un rapport disant qu'il y avait une préparation du génocide? Comment se fait-il que les ambassadeurs de France, M. Matre, qui était là-bas, ou M. Marleau, il n'y a pas un seul de ces ambassadeurs occidentaux, belges, américains et français, pas un seul de ces ambassadeurs n'a rédigé un rapport dans lequel on dit qu'il y a eu un génocide planifié entre 1990 et 1994. Comment est-ce possible? Où est-ce que on a trouvé les traces de la planification? Je prends les gens qu'on ne peut pas soupçonner de collusion avec le régime Abiyarimana. Les gouvernements rwandais, entre 1992 et 1993, il n'y a eu que des gouvernements de l'opposition suite aux efforts demandés par la France, par François Mitterrand, demandés au président Abiyarimana de démocratiser. Tout le monde a reconnu, même les Belges ont reconnu que Abiyarimana a fini par accepter de démocratiser son régime. C'est-à-dire que le Rwanda était devenu un pays de parti multipartiste. Donc, Abiyarimana a gouverné avec des gouvernements d'opposition, opposition non armée. Donc, certains des membres étaient proches de la rébellion Tutsi. Il n'y a pas un rapport d'un de ces gouvernements, que ce soit le gouvernement de Dismas Senginya-Rémier, le gouvernement de Agathe Uwinglimana, pas un seul de ces gouvernements n'a laissé une trace écrite que Abiyarimana était en train de planifier un génocide. Autre exemple, la minuar, les éléments les casques bleus des Nations Unies qui étaient présents avant le drame de 1994 et avant le génocide. Il n'y a pas un seul rapport aux Nations Unies qui a été rédigé par un haut responsable présent à Kigali qui décrit avec précision la date où il y aurait eu une réunion pour planifier le génocide, le lieu où on l'a planifié et les membres qui se sont rassemblés pour le planifier. Dernier élément, les services de renseignement occidentaux qui étaient sur place. Que ce soit la CIA, la DGSE, le MI6 britannique, ou même les éléments du Mossad qui étaient... Il n'y a aucun de ces services de renseignement qui a rédigé un rapport disant qu'il y avait une planification du génocide à telle date, à tel lieu, par tel élément, etc., etc. Je vais même maintenant dans le camp d'Abiyarimana. Il y a eu des traîtres dans le camp d'Abiyarimana qui ont quitté le parti du président Abiyarimana pour aller rejoindre l'opposition. Des éléments de l'armée d'Abiyarimana qui étaient en contact avec l'opposition. Pas un seul des traîtres du camp d'Abiyarimana n'a rédigé un rapport disant que pas un seul de ces éléments n'a rédigé un rapport disant que le FPR, que le président Abiyarimana, à telle date, à telle occasion, a fait une confidence qu'il était en train d'organiser un génocide contre les Tutsis. Comment tout un pays, un petit pays comme le Rwanda, le plan du génocide a échappé à tous les services occidentaux, tous les services de renseignement occidentaux, tous les ambassadeurs qui étaient sur place, même les Nations Unies qui étaient sur place, qui étaient pro-Kagame et pro-FPR. Il n'y a personne qui a aujourd'hui brandi la preuve devant le tribunal pénal international en disant « Voici la preuve irréfutable de la planification du génocide ». 20 ans après, le tribunal n'a rien. Moi, je parle de la planification du génocide. Mais les massacres même. Mais écoutez, la vérité dans ce qui s'est passé au Rwanda entre 1990 et 1994, c'est qu'il y a eu une guerre pour la conquête du pouvoir qui a opposé la rébellion
Tutsi dirigé par Paul Kagame et le régime d'Abiyarimana et l'opposition à Abiyarimana non armée qui voulait aussi prendre la place du président Abiyarimana. Donc, il y a eu une guerre entre la rébellion et les troupes gouvernementales pour Abiyarimana qui voulait rester au pouvoir et pour l'OFR qui voulait renverser Abiyarimana du pouvoir. À l'intérieur de cette guerre s'est déroulé le massacre des populations civiles, Tutsi, Hutu et Twa. C'est-à-dire que toutes les franges de la société rwandaise ont été massacrées par ceux qui les considéraient comme leurs adversaires. Les Hutus qui considéraient les Tutsis comme leurs adversaires les ont massacrés. Et les rebelles Tutsis qui considéraient les Hutus comme leurs adversaires les ont massacrés. Mais comme, au lieu d'examiner cette réalité, on a commencé par prendre le mot génocide, on a plaqué. Et tout le monde s'est mis à courir derrière le terme de génocide. Moi, je ne suis focalisé ni sur le génocide des Hutus, ni sur le génocide des Tutsis. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fait qu'on utilise génocide. Pour moi, si on tue une personne, c'est aussi important que si on en tue 1 million. Mais je ne peux pas, sous prétexte que la communauté internationale dit il y a génocide, et moi je me mets à suivre ce mot comme un mouton, sans examiner. Quand on fait un travail de recherche, on doit examiner, et on doit apporter les preuves. Il y a des gens qui ont été accusés de génocide, qui ont passé 11 ans, d'autres 13 ans de prison à Arusha. Ils ont été acquittés. Qu'est-ce qu'on fait des 11 ans qu'ils ont passés pour rien? Qu'est-ce qu'on fait des 13 ans qu'ils ont passés pour rien? Leur nom a été sali. Ils ont eu droit à l'humiliation. Leurs familles ont souffert de leur absence. Eux-mêmes ont été traumatisés par la prison. Le tribunal pénal international n'a rien prévu pour indemniser ces gens. Il n'y a aucune possibilité, aucun recours possible pour que ces gens soient réhabilités ou même qu'ils puissent bénéficier d'une petite indemnité pour les aider à recommencer la vie. C'est plus grave encore que cela. Beaucoup sont encore à Arusha aujourd'hui. Après avoir été acquittés, ils n'ont pas le droit de rejoindre leur famille. Parce qu'on continue d'avoir des pressions sur le gouvernement français, sur le gouvernement belge, sur le gouvernement canadien, parce qu'on dit que ces gens-là sont des génocidaires. Ils ont été acquittés par le tribunal pénal international, mais ils sont toujours considérés comme des génocidaires. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle justice quel exemple la communauté internationale ou le droit international donne avec ce truc un peu minable là? C'est quoi ça? Quel exemple on donne aux enfants? Ils vont étudier le droit international avec ça? Ils vont étudier la justice internationale avec cette façon de faire là? Ils vont considérer qu'on respecte les droits de l'homme ou que les droits de l'homme ont de la valeur avec cette façon de procéder? Moi, je ne crois pas. Et je n'ai certainement pas l'intention d'amener mes enfants à lire des ouvrages ou des choses qui sont écrites, qui sont aussi injustes, aussi malhonnêtes, et surtout d'un tel mépris pour les êtres humains. Je ne peux pas amener mes enfants à lire ce genre de choses et tous les jeunes que je verrai regarder le dossier du Rwanda sous l'œil de la propagande internationale, je les déconseillerais. Je leur dirais que c'est un mensonge et je leur apporterai la preuve par A plus B que c'est un mensonge. Et que ce mensonge-là, il déshonore la communauté internationale, il déshonore les organisations des droits de l'homme qui, c'est étrange, sont très vigoureuses quand il faut aller arrêter les génocidaires, les gens qui ont planifié, organisé le génocide. Mais quand les gars ils sont acquittés 11 ans après, sans aucune preuve qu'ils ont participé au massacre,
Aucune des organisations internationales ne se bat des droits de l'homme pour que ces gens rejoignent leur famille 11 ans après leur arrestation arbitraire. Il n'y a personne. Les médias qui fanfaronnaient en disant celui-là, il est le cerveau du génocide, mais il est acquitté par le tribunal. Mais on n'a même pas le courage de dire finalement, on a accusé ce monsieur pour rien. Ça prend même pas une minute d'écrire ça. Et on veut que c'est ça que nos enfants étudient à l'école. On veut que ce soit ça que nos enfants prennent pour exemple de respect des droits de l'homme. On veut que ce soit ça qui soit enseigné dans les grandes écoles de droit international comme modèle de défense des droits de l'homme. C'est honteux. C'est honteux pour nous tous de voir ça. Mais moi, je ne peux pas regarder ça sans rien dire. C'est pour cela que j'ai écrit et que j'ai parlé. Bon, il faut faire une différence dans le problème Hutu-Tutsi. Il y a eu au Rwanda une monarchie Tutsi qui a gouverné pendant des siècles, qui a dominé et écrasé la majorité Hutu. Il faut préciser que les Tutsis, avant les événements de 1994, constituaient à peu près 14-15% de la population. Les Hutus sont 80% de la population. Donc, les 80% de la population ont été dominés pendant des siècles par la minorité Tutsi. Jusqu'à la période de l'indépendance, 1959, où les Hutus, la majorité Hutu, qui ne pouvait plus supporter cette domination, a décidé de se révolter contre la monarchie. Et donc, avec l'appui de la Belgique, la monarchie est tombée et la première république est née avec la majorité Hutu. Et une partie des enfants donc, de la monarchie Tutsi s'est exilée au Congo et en Ouganda. Ce sont ces enfants de cette monarchie ou des membres de la minorité Tutsi qui reviennent donc en 1994 pour faire la contre-révolution, c'est-à-dire pour reprendre le pouvoir que leurs parents avaient perdu en 1959. Et donc, entre-temps, il y a au Rwanda, entre 1973, quand le président Habyarimana arrive au pouvoir, et 1994, au moment où il est assassiné, il y a des Tutsis qui occupent des fonctions importantes au sein du pouvoir rwandais. Il y a des hommes d'affaires Tutsis qui ont beaucoup d'influence autour du président Habyarimana. Moi, je fais la différence entre ces Tutsis qui vont avoir le pouvoir sous le régime Habyarimana, ceux qui vont venir renverser le régime Habyarimana, qui viennent d'Ouganda, avec la minorité Tutsi qui vivait, je dirais, en paix au Rwanda pendant toute cette période avant l'attaque de la rébellion Tutsi de 1994. Parce que les Tutsis de la rébellion considéraient que les membres de leur communauté qui sont restés sous le régime Habyarimana ont collaboré avec les Hutus, donc ils avaient du mépris pour ces Tutsis-là. Et donc ils ont laissé ces Tutsis-là être tués par les Hutus en 93-94, parce que ça ne les intéressait pas, ces gens ne les intéressaient pas. Mais par contre, ils vont utiliser la mort de ces gens pour légitimer leur prise de pouvoir. En disant, les Tutsis ont été victimes d'un génocide, donc nous avons raison de prendre le pouvoir contre la majorité Hutu. C'est une escroquerie en réalité. Et c'est là où se trouve la difficulté pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'il faut faire la différence entre les rebelles Tutsis qui attaquent le Rwanda de 1990 à 1994, qui massacrent les populations Hutus, qui vont assassiner Habyarimana le 6 avril 1994, ainsi que le président du Burundi, du Burundi et l'ensemble de l'équipage français. Ces mêmes rebelles Tutsis qui vont assassiner les Espagnols, ces mêmes rebelles Tutsis qui vont
tuer les Canadiens, les pères canadiens qui étaient présents sur place. Ces mêmes rebelles Tutsis qui vont aller massacrer les populations congolaises plus tard, eh bien, je fais la différence entre ces rebelles Tutsis et les populations civiles Tutsis qui vivaient en paix et tranquillement au Rwanda sans attaquer qui que ce soit.